La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur les 24 heures chrono de l'International, dans les bureaux, dans les locaux de TV5 Monde. Nous avons 19e heure de direct, 19e heure sans accro technique. Merci à la technique d'avoir bossé pendant 19 heures non-stop. Et nous arrivons à Hanoï, au Vietnam. Sur ce plateau, je reçois Yann Le Provost. Yann Le Provost, bonsoir. Bonsoir. Et Gabriel Attias, bonsoir. Alors, Yann Le Provost, vous êtes, chef d'entreprise, vous avez longtemps investi au Vietnam. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, j'étais directeur de société effectivement au Vietnam. J'ai investi au départ, effectivement, lors de mon deuxième séjour, 7 ans au Vietnam, rentré en France là, il y a 3 ans, mais toujours en activité avec le Vietnam dans le cadre de mon activité actuelle. J'ai fondé en 2011 donc, une société de direction partagée. Donc, j'accompagne les PME, notamment sur le Vietnam, à travers donc, un rôle de directeur international à temps partagé pour ces sociétés-là. Pour ces sociétés-là, donc voilà. Vous représentez un certain nombre de PME françaises sur le Vietnam. À travers mon partenaire, effectivement, la société BDS au Vietnam, on accompagne les entreprises et on les représente Très sur bien. place. Voilà. Alors Gabriel Attias, alors vous, Deloitte, on ne présente pas forcément Deloitte, mais l'activité internationale, la partie aide à l'export, aide à l'implantation, vous pouvez nous en dire un peu quelques mots ? Deloitte est un des leaders mondiaux de l'audit et du conseil. Sur la partie française, j'ai la charge des desks internationaux, à savoir la coordination à la fois des investissements étrangers arrivant en France, mais également des investissements français partant vers l'étranger. Et pour ce faire, dans la culture de notre maison, nous avons créé depuis de longues années des desks qui sont dédiés à cet accompagnement, pas seulement sur des aspects, je dirais, de nos métiers classiques, que sont les métiers du chiffre, tels que l'audit ou l'expertise comptable, du droit ou du conseil et consulting, mais également sur des aspects culturels et sur la manière d'aborder ces investissements et de mieux les appréhender en ayant une réponse préalable au niveau local avant de pouvoir se déplacer et de faire l'effort. Votre implantation au Vietnam donc Alors, l'implantation au Vietnam, nous sommes présents dans les grandes métropoles vietnamiennes et cette implantation, elle vient du fait que, comme je vous le disais, nous accompagnons nos clients à l'étranger. Donc, c'est vos clients qui vous emmènent. Voilà, c'est nos clients qui nous emmènent et nous sommes présents depuis une douzaine d'années de manière assez forte avec quelques centaines de personnes présentes sur le territoire, dont Hanoï, justement. Nous reviendrons sur le pourquoi d'Hanoï plus tard. D'accord. Nous allons justement aller voir Jean-Noël Poirier. Donc Jean-Noël Poirier est ambassadeur de France au Vietnam. Monsieur l'ambassadeur, combien d'entreprises françaises sont implantées au Vietnam et quels sont les grands secteurs porteurs ? Nous avons plus de 300 entreprises françaises au Vietnam, de toute taille, des grands groupes comme EADS qui équipe 80% de la flotte de Vietnam Airlines et des PME, beaucoup de PME d'ailleurs, et des Français qui viennent s'implanter au Vietnam. À Hanoï, nous avons plutôt des représentants de grands groupes et des services, les avocats, des banquiers, des cabinets de consultants, puisque Hanoï est la ville du pouvoir politique, la ville du pouvoir administratif, et c'est là-bas que l'on négocie les grands contrats, les licences, l'installation des premiers temps. Les secteurs porteurs au Vietnam, ils sont très nombreux, ils restent tout à fait dans ce pays. Les infrastructures, regardez la ville d'Hanoï, il faut faire des ponts, il faut réhabiliter les vieilles installations. Le pont Paul Doumer, aujourd'hui le pont Long Bien, est un pont qui doit être fait avec des entreprises françaises d'ailleurs. Nous l'espérons dès l'année prochaine. Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, un commentaire justement sur ces secteurs, vous qui avez une pénétration assez forte et une bonne connaissance des PME. Alors, l'ambassadeur évoque bien évidemment les grands groupes, mais vous travaillez plus avec les PME. Rééquilibrons un peu les choses. Alors, il faut rééquilibrer effectivement. Alors oui, il y a des grands domaines porteurs comme les infrastructures, comme l'évoquait l'ambassadeur. Il y a d'autres domaines, effectivement. Alors, ça va dépendre un petit peu de la demande locale. Il y a une forte demande à l'heure actuelle du côté vietnamien, par exemple, sur tout ce qui touche à la sécurité, tant dans le domaine gouvernemental, si vous voulez, que même au niveau des entreprises qui cherchent à sécuriser leurs entreprises et éventuellement.
On a vu ces dernières années effectivement même des investissements dans l'automobile à travers le groupe Renault. Tout à fait, oui. On a vu toute la partie énergie. Il y a quand même beaucoup d'entreprises aussi qui y vont. Toute la partie traitement des eaux, traitement des déchets, qui doivent être aussi couverts. Tout est à faire, effectivement. Pas tout, mais en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à faire. Votre vision, vous, en tant qu'accompagnateur de grands groupes, mais aussi de PME, comment vous voyez les choses pour le Vietnam ? Alors, le Vietnam comporte un certain nombre d'atouts. C'est l'un des pays émergents les plus dynamiques de la zone asiatique, qui fait partie de ce qu'on appelle chez Goldman Sachs les Next 11, c'est-à-dire les 11 pays qui suivent et qui seront probablement au XXIe siècle l'un des pays leaders au niveau mondial en matière économique. De fait, dans un environnement où on est dans une économie planifiée, même si c'est une économie de marché, c'est la politique du renouveau qui a été implémentée depuis 1986, et nous sommes dans ce cadre-là. L'avantage que ça a, c'est que ça permet d'être prévisible dans les besoins. Les rails sont là. Et les rails sont là. Alors, naturellement, c'est un pays qui a un développement démographique extrêmement important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 89 millions d'habitants. À l'horizon 2020, c'est 100 millions d'habitants, soit plus d'1 million d'habitants par an chaque année qui vont arriver. Donc, ce sont des besoins, des consommateurs, je dirais, voilà, des besoins naturels que nous n'avons pas malheureusement dans des pays comme la France. Donc, ce sont des besoins naturels qui vont être là, mais qui vont également, comme l'a dit son Excellence l'ambassadeur, nécessiter des besoins en termes d'infrastructures, des besoins en termes d'alimentation, et également infrastructure, alimentation et tous ces également points. De systèmes financiers, de systèmes bancaires qui qu'on évoquera dans quelques instants, qui nécessiteront d'être rénovés. Et juste entre-temps, une petite page de publicité, et nous nous retrouvons dans quelques secondes, quelques minutes sur ce plateau. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde. Sur le plateau de TV5 Monde, pour les 24 heures chrono de l'International, Hanoï, Vietnam. Gabriel Attias, on parlait juste à l'instant justement de la partie finance, banque. On a vu un peu les secteurs porteurs. Mais comment, je suis une PME, quelles sont un peu les facilités ou les difficultés ou les formalités à remplir pour m'installer à Hanoï, au Vietnam plus généralement? Alors, la première étape est de se concentrer sur la nature du projet. C'est la nature du projet qui va déterminer le mode d'investissement. Si nous sommes dans un projet d'investissement, c'est-à-dire de création d'entreprise, par nature, on va avoir soit la création d'une entreprise dite classique, et dans quel cas avec un seul investisseur ou plusieurs investisseurs. Ça peut être des investisseurs locaux, c'est-à-dire qu'on sera dans des systèmes de joint venture. Et dès lors, on a deux typologies de sociétés principales qui existent. Il y a ce qu'on appelle la LLC, c'est la Limited Liability Company, qui est l'équivalent de la SARL, qui peut être avec un associé unique, si on est dans un mono-investissement, qui peut être avec plusieurs associés, mais
Nous avons également une troisième possibilité, c'est de créer des sociétés par action, lesquelles sociétés par action nécessitent quand même d'avoir un minimum de 3 actionnaires. Donc ça, c'est le cadre général. Il peut y avoir des éléments qui sont un petit peu plus sophistiqués, à savoir en fonction du projet, notamment en matière d'infrastructure, ce qu'on appelle les BOT, les BTO et les BT, c'est Build, Operate and Transfer, c'est Build, Transfer and Operate and Build and Operate. Pour faire court, vaut mieux se faire accompagner quand même. Il est préférable de se faire accompagner, tout à fait. Et par conséquent, ça nécessite, des autorisations préalables au niveau gouvernemental, donc des ministères concernés, et ensuite le choix de la structure juridique. Donc ça, c'est le cas classique. La deuxième possibilité qui est, je dirais, à préconiser dans une première étape d'observation, c'est l'ouverture d'un bureau de représentation qui n'oblige pas à avoir une structure juridique en tant que telle. On ne commerce pas, mais au moins ça permet d'avoir une veille économique et une veille sur l'entité avant de pouvoir faire le pas suivant. Voilà, mieux connaître, prendre pied dans Et pour sur ce faire, il y dans le pays. a un certain nombre d'aides qui méritent d'être soulignées au niveau français, notamment par les VIE qui peuvent parfaitement jouer ce rôle au niveau de ces bureaux de représentation, qui peuvent parfaitement accompagner, qui correspondent parfaitement à la cible PME Ça peut correspond à la imaginer. cible PME, d'autant que, en général, ce sont des formations d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs qui sont qualifiées. Ce sont des jeunes qui ont une volonté, une appétence à l'international et qui, comme premier projet de vie, ont tout intérêt à réussir, donc à faire réussir l'entreprise qui va... Un quasi-surinvestissement garanti. Qui va les embaucher. Voilà. Et donc, ça, c'est un vecteur de réussite qui est important. Qui est favorable, oui. Tout à Alors, fait. juste pour reprendre, c'est un peu aussi votre activité, c'est aussi permettre à des gens, alors en dehors du bureau de représentation, c'est aussi être leur propre bureau de représentation pour une PME. De toute façon, il y a plusieurs manières, si vous voulez, d'être représenté au Vietnam. Donc, soit effectivement dans son propre bureau, soit on peut être, dans certains cas, je sais que les chambres de commerce le proposent, avoir des bureaux au sein de la chambre de commerce temporairement au départ lorsqu'on commence. Et vous avez des structures comme celle qui représente ma société sur place et avec laquelle je travaille et qui propose, dans certains cas, de les représenter. Donc, on les représente à temps plein. On fait une veille pour eux, effectivement, comme c'était évoqué en permanence, pour pouvoir, à un moment donné, dire, bon, on franchit le pas. On s'implante. Voilà. Loin. Mais si on essaye de résumer, et puis après on ira voir Philippe Lay qui sur la partie faire des affaires au Vietnam, mais si on essaye de résumer, d'abord c'est faire quand même attention, il y a un certain nombre d'aspects juridiques et comme toujours quand on part à l'international, essayer de s'entourer de gens compétents et à même de faire, non pas parce que vous l'êtes messieurs, mais tout simplement parce que c'est quand même la base, et puis faire les choses sur la durée, c'est-à-dire qu'on ne va pas au Vietnam comme ça en partant. Formalité, il y a une nécessité d'avoir tous les documents qui soient traduits en vietnamien, Oui. dans la forme et dans le fond correct, qui soient notariés ensuite, et que c'est un exercice de style qui peut être relativement lourd et qui justifie, ne serait-ce que sur cet aspect-là, un accompagnement préalable pour pouvoir bien recentrer les choses et les faire au bon endroit. Gabriel Attias, merci beaucoup. Et puis nous allons retrouver maintenant Philippe Lay. Philippe Lay, donc, qui est architecte. Philippe Lay, est-il facile de faire des affaires avec les Vietnamiens ? Alors, est-ce facile de faire des affaires avec les Vietnamiens ? Oui et non. Oui, parce que déjà tout le monde ici veut faire des affaires, les projets avancent très vite, on se lance très vite dans la concrétisation des différents projets des uns et des autres. Et en plus, en tant qu'occidental, les contacts se font aussi très facilement parce qu'il y a toujours un prestige attaché à avoir un partenaire occidental. Non, parce que aussi il y a bien sûr des difficultés liées à une corruption généralisée, donc qui ne permet pas toujours de voir très clairement comment les choses vont se passer. Il y a une absence d'état de droit ou de système juridique indépendant qui rend aussi très difficile l'application des contrats, surtout lorsque cela se passe mal ou en particulier au moment des paiements. Et en général, un manque d'habitude et de rigueur sur l'exécution de contrats tels qu'on l'entend dans les pays occidentaux. Philippe Lay, merci beaucoup. J'accueille sur ce plateau Enam Nguyen,
Donc bonjour. Bonjour. Donc en quelques mots, votre activité, tout ce que vous faites justement pour essayer de promouvoir les PME et l'expatriation au Vietnam. Voilà, donc comme vous dites, donc là, je suis Hainam, donc à Nguyen. Je suis président de l'association des Vietnamiens de France, du business des Vietnamiens de France, une association qu'on a créée il y a un peu plus de 2 ans, qui consiste à accompagner ou favoriser les échanges commerciaux entre la France et le Vietnam, pour être court. Donc, dans nos activités, on a des diasporas vietnamiennes qui en France, qui est nombreuse, on va dire, et puis les expériences des uns des autres qui contribuent à accompagner les gens qui ont envie de venir au Vietnam pour découvrir le Vietnam, pour découvrir la ville d'Hanoï. Donc, on est là pour ça. Alors, vous êtes d'origine d'Hanoï. Enfin, vous êtes très vietnamien dans les deux sens. Voilà, j'ai la chance, pas une chance, j'ai la double nationalité. Dans le premier temps, je suis français et vietnamien, j'ai 2 passeports. Et sur mon origine natale, donc j'ai mon côté maternel qui est la ville d'Hanoï et côté paternel dans le sud. Pour rebondir sur ce que disait Philippe Lay, quand on travaille avec les Vietnamiens dans le business, on est bien dans la logique du business, on verra tout à l'heure pour la vie courante. Ce à quoi il faut faire attention? Donc là, je pense que vous avez déjà, quand on découvre le Vietnam, vous avez l'aspect Asie. Donc il y a le sourire sympa. Il y a donc il faut quand même décoder les premiers gestes dans le courant, dans les affaires. Dans le oui, ça ne veut pas dire grand chose. Il faut aller plus loin. Donc c'est très serviable. Les Vietnamiens sont très serviables. Donc il faut mettre un peu de temps pour. Et puis la première chose. Et deuxième chose, comme on est en Asie, donc il faut être patient, il faut mettre du temps. On ne peut pas régler dans le business du Vietnam en 2 mois, 3 mois, il faut mettre du temps. Donc c'est quelques idées qui me passent à travers la tête. Et Yann, un complément sur ces affaires, vous qui faites l'introduction en permanence. Oui, je complète en disant qu'il faut bien avoir à l'idée que même s'il y a effectivement un passé, une histoire avec la France, qu'il y a quand même une différence culturelle forte. Donc c'est très très important quand on va au Vietnam de considérer que c'est pas automatique, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément simple. Je rejoindrai effectivement Hainam effectivement sur cette question-là. Et il est très important de bien faire attention, de bien décoder et surtout de ne pas aller vite parce que le projet peut se réaliser très vite, mais pour le faire décoller, ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Donc, on revient sur la procédure qu'on évoquait tout à l'heure. On a une prise de contact, on prend un bureau, on crée des partenariats, on met en place. Et on se fait accompagner. Et ça, du coup, ça met une démarche durable. Oui, et on ne fait pas un coup. Et solide, surtout. Et solide, voilà. Très bien, on va retourner voir Philippe Lay. Philippe Lay, concernant la qualité de la main-d'œuvre. En ce qui concerne la qualité de la main-d'œuvre au Vietnam, effectivement, elle est assez en retard sur ce qu'on peut espérer dans d'autres pays de la région, ou ce qu'on peut trouver dans d'autres pays de la région, en particulier pour ce qui est de la main-d'œuvre spécialisée. Beaucoup de techniques aussi sont peu connues ici, mais ça se comprend très bien par le développement du pays qui est assez récent, et donc une politique du gouvernement qui est actuellement en cours pour favoriser une formation d'une main-d'œuvre plus qualifiée va certainement régler le problème dans les années qui viennent. De retour sur ce plateau, alors justement j'ai des réactions en direct. Donc Yann, oui. Alors, sur le côté spécialisé, effectivement, donc, je peux rejoindre un petit peu ce qui est dit sur le fait qu'il peut manquer parfois de spécialité, mais il faut nuancer. Là, on est sur un domaine de l'architecture. Je pense que, par exemple, dans le domaine de l'informatique que je connais bien, dans la mesure où j'ai dirigé une société de services en informatique là-bas pendant 2 ans, on a quand même de très fortes compétences. La seule chose, c'est que ces compétences-là, malgré tout, ont un coût aussi. Donc, voilà. Mais en fonction des domaines, on peut avoir une main-d'œuvre plutôt de bonne qualité.
Mais on peut aussi bien sûr trouver de la main-d'œuvre faiblement qualifiée. Donc ça va dépendre de ce qu'on recherche. Comment vous conseillez justement les Français qui veulent aller investir au Vietnam justement sur la notion de main-d'œuvre? Je pense qu'il y a la main-d'œuvre qui s'améliore. Il ne faut pas oublier non plus que les jeunes, on dit qu'aujourd'hui, il y a plus de 60% de la population vietnamienne en moins de 35 ans. Et récemment, les jeunes font des études, les Vietnamiens font des études en France, par exemple. Il y a 7000 étudiants vietnamiens en France. Donc, justement, en parlant de main-d'œuvre, donc ils commencent à rentrer au Vietnam, bien sûr, avec ces gens-là ou bien dans d'autres pays. Là, en effet, la main-d'œuvre commence à s'améliorer. C'est vrai que là, tout ce qui manque encore au Vietnam, peut-être sur tout ce qui est management ou bien tout ce qui est gestion projet, mais les main-d'œuvre, je dirais. L'opérationnel, ça fonctionne bien. Et ça bouge très vite. Si on essaie de résumer un peu ce que vous avez essayé de nous dire et de nous présenter, c'est un pays qui a des opportunités extraordinaires, ne serait-ce que par sa croissance de population. Un pays qui est en attente de structures sur un certain nombre de sujets. Alors on parlait architecture, on parlait d'un certain nombre de choses. Et donc des vraies grandes opportunités pour nos entreprises françaises et pour nos PME. Yann ? Oui, il y a des grandes opportunités. Maintenant, il faut bien les cibler parce que malgré tout, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, le Vietnam se développe et il n'y a pas... Ils ne nous attendent pas, quand même. Ils ne nous attendent pas, voilà, exactement. Donc, je veux dire, c'est des opportunités, mais il faut qu'on aille les chercher. Cibler, il faut quand même voir quelles sont nos valeurs ajoutées, enfin la valeur ajoutée qu'on en a par rapport éventuellement aux autres pays qui investissent. Et je rebondirai sur la main-d'œuvre parce que c'est le sujet. Oui, c'est le sujet. Il faut aussi voir qu'il y a des formations de qualité en collaboration, voire parfois en double diplôme avec des universités ou des écoles d'ingénieurs français. Et je pense que c'est important pour les entreprises françaises, soit présentes, soit qui veulent y aller, de bien faire attention au fait, de bien prendre en compte le fait que la formation vietnamo-vietnamienne est parfois trop théorique, pas assez pratique, mais qu'il y a aussi des formations de qualité locale. Et je rejoins un petit peu sur le fait qu'il y a beaucoup de Vietnamiens qui sont venus en France et qui retournent au Vietnam aussi. Donc il ne faut pas oublier ça. Un dernier mot rapidement. Donc là, il ne faut pas oublier non plus que les Français sont bien accueillis en France pour nos liens historiques. Il y a en effet, la diaspora vietnamienne en France, il y a 400 000 de mémoire. Et également les Français, donc les Français qui sont arrivés en premier sur le Vietnam après le Doi Moi en début 90. Donc quand on dit chez nous, les Vietnamiens aujourd'hui sont plus francophones, mais très francophones. Donc, il y a un bon départ pour les Français. Merci beaucoup, Enam. Et nous avons une petite page de publicité. She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, wherever they are. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International en direct, et j'accueille sur ce plateau Laurent Jacot. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historiquement, vous avez été plusieurs fois au Vietnam. C'est ça, oui. Et chambre de commerce. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc j'ai commencé mon expérience avec le Vietnam en 2008. J'y suis allé 6 mois dans la ville du centre du pays, Hue. Voilà, dans une petite association. Puis je suis rentré en France quelques années. Le Vietnam me manquait. Donc j'ai décidé d'y retourner à l'issue de mes études avec ma copine. Donc on y allait tous les deux pour chercher un emploi sur place. Donc moi j'ai travaillé à la chambre de commerce en tant que chargé de communication. Chargé de communication à la chambre de commerce de Saigon. Oui, donc j'étais à Saigon avec des déplacements réguliers à Hanoï. Donc la chambre de commerce, en quelques mots, c'est une association à but non lucratif qui regroupe 265 membres à peu près de mémoire.
265 entreprises entreprises françaises ou ayant des liens avec la France qui sont implantées sur place, qui se regroupent pour avoir un peu une force de frappe en termes de représentation, d'accueil des nouvelles entreprises arrivantes. Donc la Chambre de commerce fait du conseil aux entreprises, de l'information, de l'étude de marché, de la prospection commerciale, de la location de bureaux, comme vous le citiez un peu plus tôt. Ok, merci beaucoup. On va justement retourner voir Monsieur l'ambassadeur. Donc, Monsieur l'ambassadeur, combien de Français immatriculés à Hanoï et quelle évolution? Nous avons actuellement un peu moins de 1500 Français immatriculés, connus à Hanoï, pour environ 8000 Français installés au Vietnam. La situation est assez stable depuis ces 2 dernières années. Le Vietnam traverse un moment difficile économiquement. Le nombre d'entreprises françaises qui s'installent au Vietnam s'est un peu ralenti en rythme. Donc l'évolution est assez faible sur ces 2 dernières années. Sinon, sur les 10 dernières années, nous n'avons cessé de voir la communauté française grossir. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Un commentaire sur cette vision des choses, Yann? Oui, effectivement, la communauté française a fortement augmenté en 10 ans. Moi, la première fois que j'y suis allé, donc, en tant qu'enfant d'expatrié en 1994, donc on était beaucoup moins nombreux que quand j'y suis retourné, effectivement, à titre personnel et professionnel en début 2007. Oui, ça augmente. Ça a ralenti ces dernières années pour la raison qui était évoquée. Mais parfois, je pense que le ralentissement peut être vécu au niveau de l'immatriculation, mais pas forcément toujours sur le terrain, puisque le profil de l'expatrié, il y a les inscrits et non inscrits, le profil de l'expatrié a fortement changé en 10 ans. Donc à partir de là, donc j'ai une autre casquette effectivement en tant que président de l'Union des Français de l'étranger à Hanoï avant, puis à Paris maintenant. Le profil ayant changé, les manières de s'implanter dans le pays en tant que couple, en tant que personne, en tant qu'individu ont changé. Il y a un petit peu moins tendance à s'inscrire, ce qui est dommage, parce que l'inscription, c'est pas seulement le fait d'être entre guillemets connu de l'ambassade, mais c'est aussi tout ce qui va autour, lorsque parfois il peut y avoir des difficultés tout à fait, en termes de sécurité, par exemple. Ça peut arriver. C'est vrai que c'est un tort. Bon, à titre personnel, alors vous n'étiez pas inscrit. J'ai jamais fait la démarche. En fait, c'est complètement voilà, je sais pas, manque de temps, je le ferai demain. Mais je pense que le nombre de Français doit être bien plus élevé que ce qu'il est estimé par ces chiffres. Alors, justement, on en arrive à Hanoï et au Vietnam. La vie sur place, pour vous, alors vous y êtes allé plusieurs fois, on a bien compris. Ça, ouais. Comment ça se passe les images, alors là, on parle de la vie quotidienne. Comment ça se passe? Alors, si j'y suis retourné, c'est que j'ai bien aimé l'expérience, notamment à Hue, donc le centre du pays. Donc, bon, c'est pas Hanoï, mais Hue, c'est une petite ville très agréable, très provinciale, très culturelle, qui est magnifique. J'ai décidé d'y retourner. Au niveau des côtés positifs, on va avoir bien évidemment le climat, même si à Hanoï, ça peut être relativement frais en hiver. Le climat, le contact avec les gens. Les Vietnamiens sont des gens extrêmement souriants, extrêmement accueillants. On y est bien. Dans les petits côtés négatifs, on va peut-être avoir une pollution quand même dans les villes qui est assez intense. C'est important, oui. Voilà. Un trafic automobile assez intense, plutôt motomobile, on va dire. Motomobile. Ouais. On est en Asie. C'est ça. Il y a de plus en plus de voitures, mais ça reste à moto pour l'instant. Alors, on va aller retrouver Philippe Lay. Philippe Lay, qualité de vie à Hanoï. Alors, sur la qualité de la vie à Hanoï, je dois dire que pour nous, la qualité de la vie est excellente. Tant que les loyers sont raisonnables, l'éducation au lycée français où vont nos enfants est très bonne. La nourriture, bien sûr, tout le monde connaît la nourriture vietnamienne, donc on n'a pas à revenir là-dessus. Et les gens sont charmants. Il y a bien sûr des problèmes de pollution, mais qui ne sont pas suffisants pour nous pousser à repartir. Le Vietnam aussi se trouve dans une position très privilégiée géographiquement.
puisqu'on peut aller à Hong Kong, Singapour ou Bangkok très facilement, et avec les compagnies low cost, ça reste dans des tarifs extrêmement raisonnables. Donc nous sommes extrêmement heureux de notre vie à Hanoï. Yann Le Provost, donc de retour sur le plateau. Yann Le Provost, un commentaire, je les avais en direct pendant qu'on écoutait Philippe Lay. Non, je suis assez d'accord avec ce que dit Philippe Lay. Je nuancerai un petit peu parfois sur les loyers, dans la mesure où en fonction d'abord, tout dépend du contexte dans lequel on est venu, à la limite de la rémunération qu'on a et donc du type de contrat qu'on a localement, parce que lorsqu'on est expatrié ou si on est en contrat local plus, ou qu'on est soi-même, qu'on s'expatrie tout seul, forcément les moyens peuvent être très différents. Donc les loyers peuvent être considérés comme abordables, mais ça va dépendre où. Et ça va dépendre de ce qu'on recherche. Voilà. Ensuite, sur la vie à Hanoï au quotidien peut être relativement bon marché. Mais si on veut vivre à l'occidental tous les jours, ça revient plus cher qu'en France. Oui, voilà, comme bien souvent. On va revenir justement sur le logement. Est-il facile de trouver un logement et on a une vidéo de la part de Monique Gross. Alors, est-ce qu'il est facile à trouver du logement à Hanoï? Oui, absolument. Il y a un peu de tout. On trouve des maisons traditionnelles, on trouve des appartements, on trouve des villas. Dans plusieurs quartiers, on peut trouver des quartiers un petit peu ghettoisés avec des expats. Ou alors Haibachang, qui est un excellent quartier en ville, connu comme le French Quarter. Là où nous on habite, on a une pagode, on a le lac, on a tout ce qu'il faut de marché, tous les quartiers ont des marchés. Merci beaucoup Monique Gross. Je pense qu'on a fait le tour de la vie quotidienne. Cette émission, on ne va pas tarder d'arriver à son échéance. Simplement, si vous aviez, en tant qu'ex de la Chambre de commerce et d'industrie, si vous aviez 1, 2, 3 conseils à donner à un chef d'entreprise qui potentiellement réfléchirait au Vietnam et à Hanoï. Alors déjà, je lui dirais qu'il a raison de réfléchir au Vietnam, parce que c'est un pays intéressant, ça peut être un très bon marché test avant d'attaquer la Chine. Souvent, les PME françaises se cassent un peu les dents sur la Chine. Démarrer en Asie par le Vietnam, ça peut être effectivement une bonne idée. En termes de développement du marché, on a certaines provinces de Chine qui doivent être à peu près développées au même niveau que le Vietnam. Donc c'est une première marche. Ça peut être une première étape, oui, bien sûr. Ouais, ça peut, voilà, la taille du marché étant raisonnable, les coûts sont raisonnables également. En prenant son temps. En prenant son temps, voilà, ça c'est le deuxième contact. En étant bien accompagné. C'est ça, voilà, exactement. Son temps est bien accompagné. Il faut prendre son temps, il faut investir un minimum. Les succès français sur place, donc tout ce qui va être les casinos, les Canal+, bon, c'est plutôt des grandes entreprises, mais c'est des gens qui ont cru dans le pays, qui ont su investir. Voilà. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir su parler de Hanoï et du Vietnam avec cette qualité. Maintenant, pour nous, cette émission est terminée. On va se retrouver dans quelques instants pour le concours Une ville en images avec un reportage d'Anaïs Bernard. Et puis dans quelques minutes pour les 24 heures chrono en Uruguay pour Montevideo. À tout à l'heure.